Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à l'Hebdo Écho, votre rendez-vous avec l'économie sur Média TV. L'Afrique, ce continent aux multiples facettes et contrastes, connaît depuis quelques années maintenant une croissance forte et régulière qui offre de nouvelles opportunités et attire naturellement de plus en plus les investisseurs étrangers, mais aussi africains. Le continent a ainsi vu son économie croître de 5% en moyenne au cours des 10 dernières années, une performance bien supérieure à celle de l'économie mondiale. Et selon les économistes, eh bien, ce trend est appelé à se poursuivre. Un continent qui compte près d'1 milliard d'habitants, un marché donc gigantesque et une nouvelle classe moyenne qui émerge et qui a les moyens de consommer plus, mais surtout mieux. Mais voilà, le constat est que beaucoup reste à faire sur ce continent encore fragilisé par les conflits, la corruption, les inégalités, etc. En effet, la moitié de la population africaine a moins de 25 ans et cette population est fortement touchée par le chômage. 60% des chômeurs du continent africain sont des jeunes âgés de 15 à 24 ans. Et la création d'entreprises apparaît donc comme une solution au chômage. Et puis, notez ce fait intéressant. De 2000 à 2014, le nombre de millionnaires sur le continent africain a grimpé de plus de 145%. Par rapport au taux de croissance mondiale qui est, lui, évalué à un peu plus de 70%. Alors, au cours des dernières années, la plupart des nouveaux millionnaires en Afrique sont les jeunes entrepreneurs et les investisseurs qui ont créé des entreprises prometteuses et investi dans des secteurs lucratifs des économies à croissance rapide de l'Afrique. Quelques questions se posent donc. Suffit-il aujourd'hui de trouver la bonne idée et de démarrer son business en Afrique? Quelles sont les clés pour bien entreprendre au Maroc pour les entreprises subsahariennes? Quels sont les enjeux culturels de l'entrepreneuriat en Afrique? Pour répondre à ces questions, ce soir, un plateau 100% panafricain. J'ai le plaisir de recevoir Monsieur Kende Yunkela. Bonsoir. Thank you for having me. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes ancien secrétaire général des Nations Unies en charge du développement durable et actuel candidat aux élections présidentielles en Sierra Leone. Yes, indeed. Merci d'être avec nous. Également, sur ce plateau, j'ai le plaisir de recevoir Zakaria Fahim. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes expert comptable et également managing partner chez BDO. Et puis, et surtout, c'est l'occasion d'en parler, vous êtes le président et fondateur de Hub Africa. Bienvenue. Merci, bonsoir. J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau aussi Alioune Gueye. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes entrepreneur, également président directeur général chez Groupe Afrique Challenge, président d'NGE Impact, et puisqu'on parle de Hub Africa, vous organisez ou co-organisez cet événement. Bienvenue à l'Hebdo Écho. Merci de nous recevoir. Et puisqu'on parle aujourd'hui d'entreprise, j'ai le plaisir de recevoir le président du CJD International, du Centre des jeunes dirigeants d'entreprise, Pape Mané. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci de nous avoir invités. Alors, cette année, Hub Africa invite, ou en tout cas les invités d'honneur de cet événement sont le Gabon et la Côte d'Ivoire. Et la première question sera naturellement adressée au président de Hub Africa, Zakaria Fahim. Pourquoi le Gabon et la Côte d'Ivoire? On a voulu effectivement aller, puisque Hub Africa se positionne aussi comme un outil de la diplomatie économique donc, du Maroc. Et nous pensons que les partenaires stratégiques, notamment donc, la Côte d'Ivoire, qui lui aussi veut relance son économie et a un volant d'échange très important avec le Maroc, était tout naturel pour nous de le mettre en perspective et de montrer aujourd'hui déjà cette collaboration entre nos deux pays. Et le Gabon. Excusez-moi de vous interrompre avant de passer au Gabon, même si la Côte d'Ivoire, enfin le Maroc a été supplanté en tant que premier investisseur en Côte d'Ivoire par la France cette année. Bon, vous savez, déjà dépasser la France était déjà un grand défi. Ça n'a jamais été fait par aucun pays aujourd'hui dans l'histoire postcoloniale Afrique francophone. Donc nous l'avons fait, donc maintenant ils nous regardent. Et effectivement, quand maintenant vous dites que vous êtes investisseur marocain, on vous regarde avec référence et on fait très attention à nous parce que nous les avons démontré qu'en plus de dire les choses, on les fait. Donc je pense que ça c'est important. Et le Gabon, donc historiquement et donc de part aussi, je dirais le fait de ne pas rester sur le même pourtour subsaharien. Donc on a voulu aussi se rapprocher un peu de l'autre côté, de l'autre flanc donc de l'Afrique et démontrer que des petits pays, mais qui sont aujourd'hui très très forts dans certains domaines, peuvent aujourd'hui constituer
des partenaires stratégiques pour le Maroc. Donc le choix était un choix qui permet d'allier un grand pays qu'est la Côte d'Ivoire et un pays de taille très modeste, une sorte de pays-ville, puisqu'il a quelques millions d'habitants. Et on peut démontrer qu'on peut travailler différemment et bien travailler, opérer avec ces deux pays. Alors, il y a d'autres pays qui sont présents lors de cet événement, en l'occurrence la Sierra Leone, exactement, qui est également un partenaire potentiel du Maroc. Et justement, j'aimerais m'adresser à Monsieur Youm Kella. Alors, la Sierra Leone, ce petit pays entre le Libéria et la Guinée et aussi l'océan Atlantique, pourriez-vous nous parler un peu des opportunités de partenariat entre votre pays et le Maroc, en commençant peut-être par décrire un peu l'environnement économique en Sierra Leone. D'abord, merci pour m'avoir invité à ce plateau. Le Sierra Leone est en train de passer par une phase de transition. Aujourd'hui, se rappelle de la Sierra Leone quand on a vécu la guerre civile, mais ça fait 30 ans que nous vivons en paix. Nous avons eu des élections sans pour autant avoir de violence. Alors par conséquent, nous sommes devenus un pays stable. Nous avons découvert pas mal de minéraux, le gaz, le pétrole. L'économie avant Ebola marchait très bien. En 2014, l'économie avait 23% de taux de croissance. C'était le taux de croissance le plus élevé en Afrique. Mais bien sûr, avec Ebola, l'économie a un peu fléchi. Et aujourd'hui, nous sommes à 16%. Bon, c'est un pays qui a beaucoup de minéraux. Nous avons le diamant, nous avons l'or, nous avons le gaz, nous avons le pétrole, nous avons des métaux, nous avons pas mal de choses. Le titanium aussi. Nous avons pratiquement la plus grande réserve de titanium au monde. Et on voit qu'il y a pas mal d'investissements dans le secteur minier. Mais quand vous devez comparer notre pays avec la Guinée, vous allez voir que nous avons une rivière qui nous partage. Vous avez 3 économies avec 25 millions d'habitants, jusqu'à 30 millions d'habitants. Et vous avez pratiquement tous les hubs miniers. La Guinée a 25% des réserves en bauxite. Bauxite is made pardon, c'est pour l'aluminium, juste pour expliquer. Voilà. Bien sûr, c'est pour l'aluminium, mais ils ont plus ou moins les mêmes minéraux que nous avons, mais ils ont aussi la plus grande réserve en fer, du moins ce qui est de plus grand. La même chose, nous avons en Libéria. Vous avez vu ArcelorMittal, Chevron. Tous ces pays, toutes ces sociétés-là multinationales viennent prospecter des investissements. Et j'estime que ça va être quelque chose de très important pour le Maroc, notamment dans les énergies renouvelables. Parce que pratiquement toutes les économies aujourd'hui essaient de travailler sur l'énergie verte, pour décentraliser ce que nous appelons les systèmes ou les centres de concentration d'industrie. Et le Maroc, je crois, est un leader dans ce domaine. Mais il y a 15 ans de cela, le Maroc avait fourni une assistance technique. Donc cette relation de partenariat ne date pas d'hier. Bon. Elle date depuis 15 ans, n'est-ce pas, dans les énergies renouvelables. J'aimerais aussi revenir, vous avez parlé des mines. Malheureusement, on remarque que malgré toutes ces ressources minières, le pays reste l'un des plus pauvres du continent. Pourquoi, selon vous, au-delà de la crise? Tout à fait. C'est vrai parce que le Sierra Leone et la plupart des pays africains ne donnent pas de la valeur ajoutée à leurs produits. Vous ne pouvez pas être riche si vous n'avez pas une valeur ajoutée. Vous exportez le tout. Mais vous ne gardez rien, vous n'engagez pas l'industrialisant dans votre pays. Et par conséquent, vous vendez la matière première à des prix qui sont très bas. Et vous savez que l'énergie est très importante, mais il faut réduire le coût, investir dans l'infrastructure pour attirer des investisseurs étrangers. Mais l'élément clé, c'est la valeur ajoutée, de passer de la matière première à des produits finis ou au moins semi-processés.
Bien sûr, ça c'est une ironie, parce que malheureusement, ces 3 pays qui ont les minéraux les plus précieux au monde sont les 5 pays les plus pauvres au monde. C'est pour ça que je suis passé à la politique, pour changer mon pays. Vous faites partie justement de l'opposition, Monsieur Younkeela, et vous avez beaucoup de choses en tout cas à proposer lors de cette élection présidentielle qui se tiendra en mars prochain, donc en Sierra Leone. Nous allons revenir à votre programme économique. J'aimerais bien que vous partagiez ça avec nous. Alors, je me tourne vers Alioune Gueye. Alors, cette idée de justement rassembler beaucoup d'investisseurs potentiels autour du même événement, ce genre d'événement qui est Hub Africa, puisqu'on en parle, quel est l'impact de ce genre d'événement sur justement l'entrepreneuriat? Monsieur Younkeela a parlé d'investir dans les énergies renouvelables, mais quand on parle de cela, on a tendance à penser aux grands groupes. Qu'en est-il des PME et des TPE? Je pense que le premier impact, comme disent les anglo-saxons, c'est d'abord un impact sur le mindset, c'est sur l'état d'esprit. C'est l'idée que, notamment, on le voit plus peut-être en pays francophones, peut-être on pourra partager avec son Excellence un peu quelle est la perception et le rapport à l'entrepreneuriat dans les pays anglo-saxons. C'est un peu différent, c'est aussi un héritage colonial. Nous allons parler justement de culture d'entrepreneuriat. Cette dimension-là qui rentre en ligne de jeu, qui est importante, qui fait que, en tout cas, majoritairement dans les pays francophones, jusqu'à très récemment encore, je dirais le nirvana, c'était d'avoir un emploi salarié ou d'être fonctionnaire. Et donc la question de l'entrepreneuriat, l'entrepreneur, c'est à la limite celui qui avait échoué, qui n'avait pas de réseau, qui n'avait pas de relations, qui n'avait pas de facilité, où il n'y avait pas de possibilité de cooptation. C'est lui qui, à défaut, en fait, était entrepreneur. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui est en train de changer, son Excellence vient d'évoquer la question de la transformation. De plus en plus, les jeunes que nous voyons aujourd'hui sont nés dans un pays indépendant. C'est très important. Ça veut dire qu'ils comprennent que dans ce banquet de la transformation, ils ne veulent pas être à la 2e colonne ou à la 3e rangée. Ils veulent aujourd'hui prendre leur part dans la transformation et dans la création de valeur ajoutée, notamment pour valoriser l'agriculture, à travers l'agribusiness. De plus en plus rentrent et dans des conditions parfois difficiles. J'étais en Guinée il y a quelques jours où on sait parfaitement qu'il y a encore des problèmes d'électricité, d'accès à l'eau, etc. 60% du continent a toujours un problème d'électricité. Tout à fait. Mais malgré cela, vous avez aujourd'hui une diaspora consciente qui rentre des États-Unis, de Londres, de Paris, de Bruxelles, et qui dit on sait ça, qu'il va y avoir ces difficultés, mais il faut commencer quelque part. Et personne ne va le faire à notre place, personne ne va développer notre continent à notre place. Donc il faut qu'on vienne prendre notre part et qu'on rentre justement. Il fait chaud, la clim ne marche pas, mais on fait avec. Voilà. D'accord. Pour revenir à cette question, donc, nous sommes à la 3e édition. Et est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui... 5e édition. Excusez-moi. Donc, nous sommes à cette 5e édition de Africa. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, nous pourrons parler dorénavant vraiment d'un événement incontournable pour l'investissement en Afrique aujourd'hui à Casablanca, au Maroc? Aujourd'hui, il l'est déjà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis, je crois que déjà à la 3e année, cette inflexion s'était déjà faite. Vous savez, la première année déjà, c'est pour dire l'attente qu'il y avait. Nous avons eu quasiment 4000 visiteurs. L'année dernière, on a dépassé 12 000 visiteurs. Alors, ce n'est pas qu'un problème quantitatif, hein, on se comprend parfaitement, mais je pense qu'il y a aujourd'hui, surtout avec la tournée que nous avons faite, depuis, on a commencé il y a déjà 3 ans, que nous faisons dans plusieurs pays de la sous-région, il y a un engouement pour, je dirais, pour Afrique, qui fait que de plus en plus de jeunes, d'investisseurs, enfin tout ce qu'on considère comme l'écosystème, se reconnaît à travers cet événement-là, et pour rien au monde ne raterait, je dirais, l'événement. D'ailleurs, à Dakar, sont partis il y a déjà quelques jours des jeunes gens qui ont affronté 3500 km pour se rendre à cela. Donc c'est quasiment, ils viennent en pèlerinage. Et donc Casa devient la Mecque de l'entrepreneuriat les 4 et 5 mai. Alors justement, nous avons un entrepreneur ici, un consultant, également chef d'entreprise et qui représente les jeunes dirigeants internationaux, 18 pays, hein, en tout cas représentés par le CJD. J'aimerais aussi parler il a parlé tout à l'heure de cet esprit d'entrepreneuriat dont peut-être nous avons, je ne dirais pas petite connaissance, peut-être encore un peu, c'est encore embryonnaire en Afrique ou c'est en train de passer à un stade plus évolué
évoluer? Est-ce qu'aujourd'hui on pense en tant qu'entrepreneur, ou plutôt ça va, j'ai mon salaire, enfin je suis salarié ou fonctionnaire, ça me va? Est-ce que les choses, le mindset dont parlait Monsieur Guéé est en train de changer? Oui, en fait, il faut comprendre qu'aujourd'hui, présentement, il y a vraiment un changement de mentalité qui est en train de se manifester auprès des jeunes. Beaucoup de jeunes, en sortant des écoles, ne s'attendent pas à être employés dans une entreprise. Ils sont déjà dans la création d'entreprises. Et moi, je le dis, c'est une fierté. C'est vrai qu'auparavant, on voyait beaucoup plus d'anglo-saxons qui se lançaient dans l'entrepreneuriat. C'est l'esprit aussi anglo-saxon. C'est l'esprit anglo-saxon. Du français. Mais cet esprit aujourd'hui est en train de changer complètement au niveau des pays francophones. Et c'est une fierté aussi de voir que des jeunes entrepreneurs francophones se mettent en compétition avec des jeunes entrepreneurs anglophones et les francophones arrivent à gagner. Donc ce qui veut dire qu'on est dans un changement extraordinaire qui est en train de se passer. On n'entreprend plus maintenant parce que, par défaut, parce que je n'ai pas d'emploi, mais maintenant on commence à entreprendre parce que c'est un plaisir, c'est une vision, c'est une passion. Et c'est cette passion qui est en train de se faire avec les jeunes. On voit des jeunes qui commencent avec du néant et à force d'y croire, se retrouvent à être de grands entrepreneurs. Alors pourquoi vous parlez de compétition et pas de complémentarité peut-être entre les deux Afriques, anglophones et francophones? Est-ce qu'il y a cette complémentarité? On parlait d'enjeux culturels dans l'entrepreneuriat. Est-ce que au jour d'aujourd'hui, ça reste encore une barrière quand même, non? Oui, la langue n'est plus une barrière, ça il faut le comprendre. Parce que les Africains l'ont compris. Quand je parle de compétition, c'est dans les pitchs. Mais il faut comprendre que... On peut juste expliquer ce que c'est qu'un pitch. Oui, les pitchs, en fait, c'est des occasions qu'on donne à des jeunes entrepreneurs de venir présenter leur projet et de compétir pour essayer de trouver des fonds d'investissement. Voilà. Oui, et des partenaires. Donc, mentalement, aujourd'hui, la langue n'est plus une barrière. Et aussi, l'entrepreneuriat, ce n'est pas un pays, c'est un continent. Et je pense que c'est ça que Hub Africa a compris pour dire que depuis 2012, on essaie de faire venir des entrepreneurs au niveau de Casablanca pour travailler ensemble, pour voir dans quelle mesure on peut travailler et faire des partenariats. Ces partenariats n'ont rien à voir avec la langue, même si la langue française, c'est la langue de travail ici, mais les entrepreneurs, que ce soit de l'anglais et du chinois, commencent à entreprendre. Je vais donner un exemple très clair. La première édition du Hub Africa, on a eu un jeune Sénégalais qui est venu dans cette caravane dont Alioune a parlé tout à l'heure, qui a fait les 3500 km à l'aller, 3500 au retour, qui aujourd'hui est entrepreneur en Chine. Ça fait beaucoup plus de kilomètres en tout cas. Voilà, beaucoup plus de kilomètres. Il est en Chine et il est en train de monter un hub où c'est 3 continents qu'il essaie de mettre en relation. C'est l'Afrique, au Sénégal, il a un bureau au Sénégal, il a un autre bureau en Chine et il a un bureau en Suède. Donc vous voyez que... En un an, il a fait tout cela? Ça fait 5 ans. Ça fait en 5 ans, c'est une construction de 5 ans. Et tout le temps, quand il nous dit tout ça, c'est parce que j'étais à Hub Africa. Avec la caravane, j'ai beaucoup appris et je me suis rendu compte que l'entrepreneuriat, ce n'est pas une histoire d'un pays, ce n'est pas une histoire d'une langue, mais c'est une histoire du monde. Le monde, ce n'est plus un pays, c'est quelque chose de global. Alors, j'aimerais justement parler de ces entrepreneurs. On a parlé de ce jeune entrepreneur qui a réussi, en tout cas dans d'autres pays. Qu'en est-il des porteurs de projets ou même de PME africaines, subsahariennes en tout cas, parce que les Marocaines sont africaines naturellement aussi. Qu'en est-il, Zakaria Fahim, aujourd'hui pour ces entreprises qui veulent investir au Maroc ou ces entrepreneurs? Je pense que, comme il l'a rappelé, nous, on se positionne comme étant des passeurs, des ouvreurs de portes. Hub Africa, effectivement, aujourd'hui, c'est aussi important de le rappeler, existe parce qu'il y a eu une histoire, une passion, mais pour continuer d'exister, il faut s'ouvrir. Donc nous, on est vraiment, on a positionné Hub Africa dans une logique d'open innovation, donc on est dans un partenariat public-privé avec Maroc Export, donc c'est très important de le rappeler. Et ça nous permet effectivement d'avoir cette légitimité de pouvoir effectivement apporter aujourd'hui des solutions concrètes, puisque nous avons un événement qui en 2 jours, qui est la fête des entrepreneurs, mais nous avons construit depuis l'année dernière une plateforme, parce que nous avons compris que, on le voit maintenant, pour faire 3500 km aujourd'hui, on a du mal aujourd'hui à trouver des partenariats dans l'aérien. Aujourd'hui,
tout le monde le sait, venir en avion de Dakar à Casablanca coûte 2 à 3 fois plus cher que si vous venez de Paris. Parce qu'il y a du low cost, parce que donc il y a plus de concurrence. Et donc là aussi, ça fait partie des sujets sur lesquels nous poussons pour que demain, quand les gens viendront à Africa pour fêter les entrepreneurs, ils doivent avoir la même chance. Non, mais s'ils viennent au Maroc, au-delà de l'événement, s'ils viennent au Maroc, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un outil pour les aider déjà, pour découvrir un peu le climat des affaires, pour les accompagner aussi Donc, effectivement, donc on a mis des outils à leur disposition à la plateforme. Et parmi les outils aujourd'hui pratiques, notamment sur les 2 jours, c'est les rencontres B2B où on leur permet de se connecter avant de venir. Et après, qu'est-ce qui se passe après effectivement, donc l'idée c'est que la plateforme, elle vit. Donc, ils peuvent continuer à communiquer entre eux, ils peuvent continuer à se former. Donc, on a mis en place des outils sur l'intelligence économique parce qu'on se rend compte qu'aller aujourd'hui à l'international, c'est 80% de préparation et 20% de réalisation. Donc, il va falloir effectivement leur donner les outils et aussi, on rappelle aux PME qu'il faut aussi chasser en meute. Donc là aussi, quand ils viennent, que ce soit très important, les PME marocaines ou les PME subsahariennes, on leur dit ne venez pas tout seul, mutualisez tout ce qui est en back-office, tout ce qui est en support. Et c'est cette culture, comme il disait aujourd'hui, par exemple, quand on a parlé de la caravane des gens qui sont venus du Sénégal, ils ont créé une alumni aujourd'hui qui s'appelle Saga Africa. Ça permet de supprimer la plus grande barrière aujourd'hui, la difficulté d'un entrepreneur, c'est l'isolement. Donc on les met en réseau, on leur donne un environnement et on leur donne la possibilité de rencontrer des gens qu'ils ne pourraient pas rencontrer s'ils étaient seuls. Donc effectivement, c'est faciliter l'accès à des entrepreneurs qui peuvent leur donner envie, et c'est aussi les connecter à des potentiels investisseurs, parce que nous sommes partenaires d'une plateforme de crowdfunding, Affinity, qui est basée au Maroc sur tout le continent. Et vous parlez de crowdfunding, justement. J'aimerais bien qu'on parle un peu plus de ce nouveau moyen de financement et qui en est assez balbutiement un peu. Aujourd'hui, un dispositif, projet texte de loi, effectivement. Voilà, on n'en a pas au Maroc et on en a peut-être en Afrique ou pas. Non, nous allons être le premier. Si aujourd'hui, le projet texte de loi, donc nous on avait poussé l'année dernière à avoir une feuille de route. Maintenant, il y a un groupe qui a travaillé avec l'appui aujourd'hui, notamment du ministère de l'Économie et des Finances, et il y a un projet texte de loi. Et si tout va bien, si on revient l'année prochaine, normalement, le dispositif sera mis en place. Parce qu'effectivement, moi, je crois beaucoup à ce qui vient d'être rappelé, donc un financement global. Et c'est beaucoup plus facile, quand vous avez des projets de proximité, de faire appel à la communauté autour de vous. Donc le digital permet effectivement d'avoir un effet, je dirais, aspirateur beaucoup plus large, et notamment faire appel aussi à la diaspora, parce que vous avez beaucoup de gens qui veulent servir leur pays tout en restant chez eux. Et on l'a vu dans les pays qui ont lancé du crowdfunding, on a vu que nos Marocains qui sont à l'étranger sont beaucoup plus sensibles à ce type d'outils et peuvent aujourd'hui participer, financer le développement de leur pays d'origine à travers ce type d'instrument. Donc effectivement, si tout va bien, on aura un instrument l'année prochaine, puisque le projet est déjà sur la table du ministre. On attend justement la réponse du ministre. J'aimerais bien me tourner vers Monsieur Youmkela en parlant de financement. On parle d'énergie verte, aujourd'hui de finances vertes. Comment voyez-vous l'évolution de cette finance en Afrique, notamment en prenant l'exemple déjà du Maroc, mais aussi, pourquoi pas, de votre pays, la Sierra Leone? Alors, avoir le green funding, c'est quelque chose de très compliqué, malheureusement. Il y a pas mal de pays subsahariens qui ne savent pas comment concevoir, développer des projets. Alors, pour avoir des financements de plusieurs fonds, et surtout quand il s'agit de l'énergie. C'est un investissement à long terme et c'est par conséquent, il faut de la collaboration entre pays. Et le Maroc, qui a une très très grande expérience, que ce soit dans l'architecture financière ou dans le engineering, le Maroc est un leader. Et le Maroc a pas mal de personnes, il a des projets, il a des cadres, et ils ont aussi le système pour soutenir et supporter cela. Ce n'est pas le cas en Afrique subsaharienne, mais je crois que c'est un marché niche où le Maroc doit capitaliser, surtout dans sa relation avec les pays subsahariens.
Mais, par exemple, de grands projets tels que les barrages qui attirent tous les investisseurs, je sais pas, à titre d'exemple, parce que j'étais à Dakar, moi aussi, en regardant le secteur de l'énergie, et j'ai vu que les Marocains ont gagné 2 concessions. Ils ont gagné des marchés alors qu'ils avaient comme concurrents des Européens. Et c'est pour ça que j'ai dit que le Maroc, non seulement a une technologie low cost, il a du bon engineering, une bonne architecture financière à leur disposition. Et je crois que cette expertise peut avoir une grande valeur au niveau des pays subsahariens. Par exemple, au Sierra Leone, le taux d'électrification est de 20 à 25%. Alors vous avez 75% de la population qui n'a pas accès à l'électricité. Et c'est pratiquement le cas de tous les pays sud-africains, à part le Sénégal et la Côte d'Ivoire, qui ont plus de 50%. Mais ça, c'est déjà une opportunité pour le Maroc, pour les banquiers marocains, pour les institutions financières, parce que vous pouvez gagner de l'argent avec l'expertise que vous avez déjà accomplie. Et je crois que ça soit un gagnant-gagnant, l'accès à l'énergie, l'accès au financement, l'investissement marocain dans le Sud et le transfert du savoir-faire. Alors, je crois que le Maroc est un leader aujourd'hui. Bientôt en Sierra Leone aussi. Nous allons reprendre le débat juste après cette courte pause. Merci de rester avec nous. À tout de suite. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Vous regardez l'Hebdo Éco que nous consacrons aujourd'hui à l'entrepreneuriat en Afrique. Avant la pause, nous parlions de ce secteur des énergies renouvelables ainsi que des opportunités de business en Afrique sur ce secteur-là, notamment que la plupart ou l'essentiel du continent a besoin d'être électrifié. Nous allons également parler maintenant d'un autre secteur tout aussi important. J'aimerais parler d'agro-industrie avec vous, messieurs, et j'aimerais me tourner vers Pape Mané. Est-ce que vous remarquez une tendance à vouloir investir dans l'agro-industrie aujourd'hui en Afrique? Oui, je pense que son Excellence l'a dit tout à l'heure. À un certain moment en Afrique, qu'est-ce qu'on remarquait, c'est qu'on faisait beaucoup de production, mais c'était une production de matières premières qui est exportée en Europe ou au niveau de l'Occident pour une transformation, pour que ces produits nous reviennent en boîte de conserve ou en jus de fruits. Ou en chocolat. Ou en chocolat, voilà. Donc, moi, je pense que c'est sur ces points qu'aujourd'hui, la jeunesse, si vous êtes au niveau du pitch de demain, vous allez voir, il y a un jeune Ivoirien qui a compris ce problème et il est en train de mettre en place une unité de transformation de chocolat. Parce que pour lui, c'était inconcevable qu'on produit du cacao, qu'on exporte et après ça nous revient avec des tablettes beaucoup plus chères. Donc les jeunes ont compris cela et donc beaucoup de jeunes sont en train de s'investir dans l'agrobusiness, aussi bien dans l'agriculture et dans la transformation. Et au-delà de ça, ils sont en train de voir les possibilités de mettre en place les outils connectés pour pouvoir aider les agriculteurs à produire de façon convenable. Des outils connectés, c'est-à-dire la nouvelle technologie pour aider le fermier à mieux produire. Pour aider le fermier à mieux produire, ce sera aussi quelque chose qu'on verra au niveau du Hub Africa. Vous allez voir des applications qui permettent de dire aux fermiers à quel moment il faut irriguer, à quel moment il faut traiter, à quel moment il faut faire la récolte. Donc, on a compris que vraiment ce continent a besoin d'être nourri. Au-delà de tout ce qu'on fait, on a besoin d'être nourri, mais pour que ça ne soit pas une nourriture de matières premières seulement, mais aussi de produits à valeur ajoutée. De produire ce qu'on consomme, en tout cas. Qu'on consomme, oui. Et puis, il y a de l'autre côté, ces diasporas subsahariennes qui investissent au Maroc. Est-ce que vous pensez, Alioune Gueye, qu'aujourd'hui, on peut parler de chiffres. Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont nombreux, ces subsahariens, qui viennent au Maroc pour investir et pour entreprendre? Je pense que la première chose qu'il faut noter, c'est que c'est une immigration qui a changé de nature. Traditionnellement, les ressortissants d'Afrique noire qui vivaient au Maroc venaient en général pour y poursuivre leurs études, boursiers, notamment de l'Agence marocaine de la coopération internationale. On compte environ 8000 chaque année. Mais de plus en plus, du fait justement que le Maroc se positionne de plus en plus comme un hub,
vous avez une diaspora africaine qui ne vient pas simplement d'Afrique subsaharienne, mais qui était basée à Dubaï, aux États-Unis, ou qui a étudié en France ou ailleurs, et qui ont choisi de s'installer au Maroc. Parfois portées par des multinationales, parce que pour beaucoup de ces multinationales, eh bien, elles utilisent le Maroc comme une plateforme vers les pays de la sous-région. Donc, dans ce cadre-là, vous pouvez avoir quelqu'un qui était à Pricewaterhouse ou une autre marque à Paris ou ailleurs et qui vient prendre position donc, à partir du Maroc. Mais le deuxième point également qui apparaît, c'est que de plus en plus aujourd'hui de lauréats des écoles marocaines relevant de ces pays-là, décident de rester et de créer leur entreprise parce que le tissu économique, parce que la dynamique économique, dans plusieurs d'agro-industrie, on parlait de dans plusieurs secteurs, prioritairement dans les secteurs des services, hein, tout ce qui a trait au conseil, tout ce qui a trait au renforcement de capacité, tout ce qui a trait à des questions de transfert médical, etc. Pour justement jouer la complémentarité que vous évoquiez tout à l'heure entre leur pays qu'ils connaissent bien, le Maroc dans lequel ils ont étudié ou ont choisi de vivre, qu'ils connaissent aussi tout aussi bien, et donc font le fameux bridge entre ces deux espaces-là, c'est important. Donc dans le cadre de la 5e édition, nous avons lancé la première enquête qui touche justement cette diaspora des pays d'Afrique noire, donc basée au Maroc, et notamment en termes d'intention entrepreneuriale. Et on était très frappés par les chiffres, puisque 68% de cette diaspora a l'intention de créer une entreprise. On parle de combien de cette diaspora? Juste pour nos téléspectateurs qu'ils aient une idée sur le chiffre. Oui, moins de 100 000. Moins de 100 000. Moins de 100 000, mais toute communauté, bien entendu, comprise. Sénégalais plutôt majoritaires, les Ivoiriens, Congo démocratique, Congo-Brazzaville également, beaucoup du Gabon, mais également du Nigeria. Donc du ces pays Libéria, anglophones dont on parle. Tout à fait, de plus en plus. Donc ils relèvent de ces communautés-là qui également sont présentes hein, et qui ont des difficultés plus spécifiques, notamment la question de la langue parfois qui peut poser problème. Mais nous avons rencontré des Nigérians entrepreneurs. Voilà, à Marrakech, donc qui ont su dépasser cette distance psychologique que nous évoquions. Mais je crois que ce qui est important de retenir, 68% de cette communauté-là a l'intention de créer une entreprise dans son pays d'origine. Mais deuxième chiffre qui est également intéressant, 36% de cette communauté a l'intention de créer une entreprise dans son pays tout en restant également entrepreneur au Maroc. Une antenne en tout cas de l'entreprise. Donc vraiment, c'est vraiment le bridge qui ressort je dirais, de cette enquête-là. C'est pour dire qu'il y a une communauté qui a décidé de s'installer au Maroc. Je crois que c'est un fait nouveau qu'il faut bien intégrer. Alors, l'autre fait nouveau aussi, nous parlions de cet aspect d'Afrique orientale. On parle toujours de l'Afrique de l'Ouest, en tout cas comme première destination des investissements, en tout cas des partenariats, mais pour l'export du Maroc. On parle aujourd'hui de l'Afrique de l'Est aussi comme nouveau marché pour les entreprises marocaines. Est-ce qu'aujourd'hui, avec toutes ces barrières-là, nous pouvons dire que ce train est haussier et qu'il est amené à évoluer encore plus dans le court terme, en tout cas? Je pense que ce qu'il faut rappeler, par exemple, nous, avec notre partenaire Maroc Export, on s'est rendu compte que beaucoup de PME qui voulaient aller à l'international, par exemple, ne savaient pas que leur premier voyage était pris en charge par le Maroc Export. Donc, dans l'accompagnement aujourd'hui des PME, donc il y a aujourd'hui des outils. Et un des rôles aujourd'hui de Africa, c'est d'expliquer aujourd'hui qu'il y a la possibilité d'avoir des études sectorielles, qu'il faut, comme j'ai dit tout à l'heure, bien se préparer, mutualiser tout ce qui est mutualisable parce que le déplacement international coûte de l'argent. Donc on ne s'improvise pas aujourd'hui entrepreneur à l'international, donc beaucoup démarrent par la distribution. Et je pense que ce qui est important, on l'a pas soulevé, mais qui est aujourd'hui très structurant pour le Maroc, c'est que nous avons les banquiers, il a rappelé tout à l'heure, donc pour les énergies renouvelables, qui sont dans beaucoup de pays dans lesquels les entreprises marocaines se déplacent. Et donc nous avons un vis-à-vis des partenaires stratégiques qui connaissent le pays, qui connaissent l'économie et peuvent donner des renseignements très utiles aux PME qui n'ont pas toujours les moyens de se payer des conseils externes. Et je pense que sur le terrain, ça se fait vraiment. Oui, maintenant, depuis que, par exemple, les nouveaux ambassadeurs sont aussi des entrepreneurs, en Côte d'Ivoire, c'est un entrepreneur, donc le Maroc a aussi changé aujourd'hui de prisme par rapport aux ambassadeurs qui étaient souvent, c'était un peu, on va dire, la cinquième mi-temps, ou on pourrait dire la troisième mi-temps d'un homme politique. Aujourd'hui, c'est une vraie mi-temps.
Donc vous avez des gens qui ont 40 ans, 45 ans, qui vont faire, qui sont ambassadeurs et dont la vocation, c'est de faire un peu à l'anglo-saxonne de la diplomatie économique. Donc avec des KPIs qui sont liés au niveau d'accompagnement des entreprises marocaines. Donc je pense que quand on met en place tout ce dispositif, et je pense que ce qui est important, on a aujourd'hui un ouvreur de porte qui est Sa Majesté, qui donne le temps, et qui a créé cette marque Maroc, qui fait qu'aujourd'hui nous avons une valeur immatérielle très importante. C'est-à-dire quand vous dites Maroc, les gens ne vous regardent pas en disant qui c'est ou tiens c'est cheap. Donc il y a cette envie de dire tiens c'est intéressant. Maintenant ce qu'il faut derrière, c'est beaucoup de travail et effectivement garder les pieds sur terre, l'humilité, ne pas faire ce qu'on fait. C'est pour ça que quand il parlait des indépendances, c'est que nous on ne le voit pas beaucoup parce qu'on est passé par un protectorat, mais dans l'Afrique subsaharienne, le ressenti est encore beaucoup plus fort, même s'il y a toujours cette... Et les gens veulent qu'on aille là-bas pour faire des choses ensemble. Et je pense que le partenariat au lieu de s'implanter une coopération sud-sud, dans un deal gagnant-gagnant. Et je crois que si on est bon, on peut effectivement revenir à ce que vous dites tout à l'heure, repasser devant la France sur la Côte d'Ivoire, parce qu'on l'a fait une fois, on peut le refaire. Et on peut le faire dans d'autres pays où on ne nous attend pas. Et je pense que c'est ça le vrai challenge, c'est garder les pieds sur terre, travailler et venir avec notre écosystème. Je m'adresse à M. Younkellah, vu qu'on parle maintenant de choses qui pourraient pousser l'Afrique vers l'avant. Vu votre expérience de diplomate, mais également sur la scène internationale, je rappelle que vous étiez secrétaire général des Nations Unies en charge du développement durable. Donc quoi a besoin aujourd'hui l'Afrique et plus spécialement, plus particulièrement la Sierra Leone pour justement dépasser ce stade de pays assisté à un pays qui fait partie de ce maillon de la valeur de global value chain, de la valeur globale, de la chaîne de valeur globale. Alors d'abord, on doit avoir un leadership visionnaire qui croit dans la transformation de notre économie et sa diversification. Cette vision doit exister. Il faut que ça soit clair. Et ce n'est pas quelque chose qui va se produire du jour au lendemain. C'est une planification de 20 à 30 ans avant de l'implémenter. Et deuxièmement, il faut lutter contre la corruption. Parce que si on ne lutte pas contre la corruption, il y aura toujours des fuites. L'argent passera d'une main à l'autre et la santé et l'éducation n'avancera jamais. Et les étrangers n'auront jamais confiance dans un pays où il y a de la corruption. Une bonne vision, lutter contre la corruption et une bonne infrastructure. Ça, l'énergie, une bonne infrastructure, les routes, ça c'est ce que nous appelons la concurrence systémique. Quatrièmement, il est important de regarder l'intégration régionale. Je sais que nous avons de petits marchés. Si vous deviez regarder le Sierra Leone, c'est petit. Mais quand vous mettez le Sierra Leone, la Guinée et l'autre pays à côté, eh bien, vous avez un marché de 25 à 30 millions. C'est quelque chose qui va attirer les investissements. Mais je crois que s'il y a quelque chose de crucial et qui est en relation avec l'événement Hub Africa, c'est comment gérer la transition démographique. Aujourd'hui, d'ici 2030, nous serons... En 2050, nous serons 2 milliards. Et l'Afrique a 30% de la population âgée de 15 à 24. Et ça, c'est une... Comment allons-nous nourrir ces gens? Quelles compétences allons-nous leur donner pour tirer ce que nous appelons la phase ou la transition démographique? C'est ce qui se passe en Inde. Et c'est ce qui fait que l'Inde aujourd'hui est très forte. Regardez ce qui se passe au Vietnam. L'Afrique a une opportunité. Dans les 20 années à venir, il va falloir tirer profit de cette boom des jeunes, cette population de jeunes qui représente de 15 à 24 ans, qui vont être les leaders dans le futur. Mais ils ont besoin de technologie, ils ont besoin de compétences, ils ont besoin d'éducation. Et le meilleur exemple, c'est l'Asie. Regardez ce qui s'est passé en Asie. Donnez-leur ces compétences, ces capacités, et ils doivent tirer profit de cela. Ce sont là les domaines où le leadership doit viser. Ça, et si on ne le fait pas, on va avoir une crise. Et
Une des statistiques, l'organisation. Nous avons l'urbanisation, pardon. Nous avons la plus grande urbanisation par rapport à ce qui se passe de par le monde. 6,5% d'augmentation dans l'urbanisation, ce qui se passe en Afrique. Et ça, c'est très important. Les gens sont en train de passer du village, de la campagne à la ville pour travailler. Mais ils doivent avoir les compétences nécessaires pour pouvoir survivre dans la ville. Il faut créer les opportunités de travail, mais aussi il faut former ces gens. Sinon, on aura une grande crise dans l'Afrique subsaharienne. Alors, comment allons-nous gérer cette transition démographique? C'est là où le bas blesse. Et c'est sur cet agenda-là que l'Afrique doit travailler. Vous évoquez la transition démocratique. Alors, vous représentez l'opposition à ces élections présidentielles en Sierra Leone. Et j'imagine que maintenant, vous venez un peu de nous exposer une partie de votre programme économique, Monsieur Younkellah. Alors, justement, si vous êtes élu en mars prochain, en mars 2018, la première chose que vous allez commencer, en tout cas sur le volet économique, que sera-t-elle? Je vais lutter contre la corruption. On doit lutter contre la corruption. Je vois un pays riche avec 7 millions d'habitants, mais nous sommes les plus pauvres. Et c'est là où réside le problème, la corruption. La corruption détruit tout. Les institutions, elle met l'accent sur le court terme et non le long terme. Alors, lutter contre la corruption est ma première chose. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on peut récupérer des minéraux que nous avons chez nous? Ça aussi, c'est important. L'agrobusiness, la diversification, l'énergie, ça c'est très important. L'infrastructure, mais aussi le financement des petites et moyennes entreprises. On doit créer des opportunités de travail. Nous avons 60% de jeunes chez nous qui n'ont pas de travail. Il va falloir lutter contre ça. Il va falloir les former avec des programmes spécifiques, des incubateurs pour les petites et moyennes entreprises. Il va falloir aussi éduquer la jeunesse sur la responsabilité, que l'argent n'est pas gratuit, que, comme disent les Anglais, il n'y a pas un déjeuner gratuit. Est-ce facile de justement changer cette state of mind, cet état d'esprit qui est déjà ancré dans les mentalités, et notamment chez les politiques, que ce soit en Sierra Leone ou dans d'autres pays africains? Ce n'est pas facile d'échanger cet état d'esprit, mais ce n'est pas impossible de le changer. J'ai vu des pays comme le Ghana, qui étaient dans le passé rien, et aujourd'hui qui sont la meilleure performance en Afrique. Je suis optimiste. Et il va falloir travailler et donner l'exemple. Nous, comme leaders, nous devons montrer clairement que nous ne sommes pas des personnes corrompues. Il faut qu'on ait confiance dans ces jeunes. On va leur dire, vous allez faire des sacrifices, mais vous allez récolter des bénéfices de cela. Montrez-leur un pays comme le Rwanda, qui avait une guerre civile. J'étais l'année dernière au Rwanda pour le World Economic Forum. Et chaque 2 années que vous allez au Rwanda, vous allez vous rendre compte qu'il y a des changements. Puisque les Rwandais l'ont fait, pourquoi les Ghanéens, nous, on ne peut pas le faire? On le voit au Sénégal. L'Ouganda l'a fait. Je vois comment ils sont en train d'introduire une vision avec Macky Sall. Je l'ai vu aussi en Côte d'Ivoire. J'ai vu ce qu'a fait le président Ouattara en 6 ans. Alors, je suis optimiste, c'est pas que je crois. Une bonne réforme macroéconomique et apprendre de nos voisins. Parfois, on veut apprendre de l'Europe, c'est pas important. C'est pas ce qu'il y a de... Le Maroc est un bon exemple. Il faut émuler ce que fait l'Afrique. On peut le faire ici et le vendre à l'Europe. Dernièrement, il y a 2 jours de cela, j'étais avec un entrepreneur marocain qui vend des fruits en Europe. Et c'est des fruits que nous avons chez nous. Et il est déjà en train d'investir au Dakar. Il est en train d'enseigner, d'apprendre aux Sénégalais comment démarrer l'agrobusiness. Ce n'est pas pour la charité, ce n'est pas du philanthropisme. Les Africains ont un état d'esprit business. Ils ne veulent pas qu'on leur donne de le monde. Non, ils veulent travailler. Donnez-leur l'opportunité de travailler ensemble. Et j'espère que le Hub Africa va le faire.
Le nouveau 21e siècle, c'est pour la création de valeur et non pas la charité ou la philanthropie. C'est de passer au statut, deux statuts en tout cas, d'assistanat, un statut de business. Et c'est pour cela justement que ce rôle, comme vous le disiez, messieurs, tout à l'heure du Maroc, comme hub en tout cas, pour ces entreprises et pour investir dans leur continent. Et également au Maroc, pourquoi pas au Maroc aussi. J'aimerais maintenant, messieurs, parler des challenges qui subsistent. Vous parliez de la bancarisation, vous parlez de l'électrification, beaucoup d'autres challenges. Zakaria Fahem, et puis également un jeune dirigeant, il dit peut-être qu'il y a un autre genre de challenge que ceux que vous évoquerez. Donc effectivement, donc je pense que les vrais challenges aujourd'hui pour nos jeunes entrepreneurs, un mot qui ressort un peu indirectement, c'est leur donner confiance. Parce que très souvent, on a toujours considéré que l'entrepreneuriat est une affaire je dirais, d'hérédité ou une affaire d'argent, alors que c'est d'abord, je dirais, la capacité de dire je peux le faire. C'est même pas une question d'études finalement, parce que Steve Jobs par exemple n'a même pas été accepté au college. Très souvent, les meilleurs entrepreneurs ont été des bac -7. Bon, c'est vrai que dans les nouvelles technologies, souvent ils ont fait des études, mais quand vous êtes dans le monde réel, dans les services, dans la proximité, pourquoi? Parce que quand vous faites beaucoup d'études, vous faites trop de calculs, et donc quand on veut entreprendre, il faut avoir un peu le flair et foncer. Et ce que nous défendons aujourd'hui, pour vous dire un peu dans les challenges, c'est faire en sorte que l'entrepreneur démarre à l'école. Donc nous, on est en train de travailler par exemple avec l'AMSI pour pouvoir former des à l'école, vous dites école, c'est l'université? C'est ça, donc dans le sens école-université. Aux États-Unis, ça commence beaucoup plus tôt. Oui, mais on voit des enfants... Exactement. Donc nous, on a lancé des programmes où on démarre au primaire, mais aujourd'hui, ceux qui arrivent aujourd'hui ici, on veut leur donner l'esprit entrepreneurial pour qu'ils repartent en disant, si je fais mes études, c'est pas uniquement pour être salarié. Donc effectivement, quand vous avez un stock qui est là, au lieu de leur dire, voilà, vous avez votre diplôme, votre licence, et puis voilà, vous allez repartir, on dit, non, c'est pas suffisant. Donc il va falloir effectivement leur donner. Donc les vrais challenges, c'est leur donner envie de faire des choses ensemble, parce qu'on a toujours l'impression qu'aujourd'hui, monter un projet en association, c'est la catastrophe, alors que moi je leur dis, sans association, vous ne pouvez pas grandir, parce qu'on ne peut plus, dans un monde globalisé, faire un projet tout seul. Donc la première étape peut-être tout seul, mais donc leur donner envie de dire, il y a des réussites, donc on doit le faire ensemble. Et puis surtout, moi j'ai toujours, on avait poussé sur le projet d'auto-entrepreneur. On pense qu'il faut donner... C'est un projet qui marche aujourd'hui au Maroc? Il y a 60 000, on peut aller beaucoup plus loin. Non, mais 60 000, c'est bien beau, mais après, sur la pérennité et sur la survie, parfois, de ces toutes petites entreprises. Pourquoi? Parce que ce qui est bien dans le statut d'auto-entrepreneur, c'est qu'on a donné un cadre pour qu'on puisse démarrer tout de suite dans le formel et pas dans l'informel, puisque l'imposition, c'est 2% du chiffre d'affaires encaissé, et vous n'avez pas d'autres préoccupations administratives pour risque de corruption ou de bureaucratie. Maintenant, ce qu'il faut, c'est donner de la couverture sociale, parce qu'on pense que c'est important. Et surtout, nous aujourd'hui, je suis aussi président de l'Union des auto-entrepreneurs Bidaya, et je leur dis, il faut qu'on considère que tout ce qui est aujourd'hui mobile, tout ce qui est aujourd'hui, on va dire, nouvelle technologie, doit être considéré comme étant dans l'ADN du projet auto-entrepreneur, parce que c'est avec son mobile aujourd'hui qu'il doit travailler, et non pas comme étant un outil. Et là aussi, en face de nous, on a encore la génération X qui considère que le mobile est un outil et n'est pas aujourd'hui quelque chose qui est transverse. Donc il va falloir se battre. Alors, les nouvelles technologies, un secteur, on n'apprend rien de nouveau en disant que c'est un secteur prometteur, et un secteur au Sénégal. Vous vivez au Sénégal, n'est-ce pas? Oui. On sait qu'il y a un taux de pénétration de mobile qui est assez important dans ces pays. Est-ce que aujourd'hui on y croit? Oui, en fait, il faut savoir qu'au niveau du Sénégal, il y a des études qui ont été réalisées par le gouvernement dans le cadre de la stratégie de croissance accélérée. Et aujourd'hui, il y a même le plan Sénégal émergent qui définit en fait le secteur des TIC comme étant un secteur prometteur. Ça, c'est quelque chose que nous croyons. Les entrepreneurs y croient, le gouvernement y croit, mais je pense que nous, les entrepreneurs, on y croit plus que le gouvernement, parce que tout simplement, toute la technologie et toute la révolution qui est en train de se faire au Sénégal se fait sur l'éthique. Et même des fois, moi, je me pose des questions et je dis, attention, si on va tous vers le TIC, qui va nourrir notre population? Exact. Ça, c'est le risque par rapport au TIC, mais c'est un secteur qui est très prometteur. Et
c'est ce que je disais tout à l'heure. Au-delà de ça, on essaie de voir aussi comment utiliser ces TIC dans d'autres secteurs. Dans d'autres domaines, dont l'agro-industrie. Dans l'agro-industrie, dans le secteur de l'énergie renouvelable aussi, et aussi dans d'autres secteurs même industriels. Aujourd'hui, c'est très important. Moi, je pense que ce que Zakaria a dit, effectivement, ça c'est un enjeu fondamental si on revient par rapport à l'éducation. Ce n'est pas uniquement à l'université, mais c'est depuis le bas âge. Et au niveau du CJD, c'est l'un de nos objectifs fondamentaux. C'est aussi essayer de voir qu'est-ce qu'on peut donner en retour à notre communauté. Mais j'aimerais pointer quelque chose de fondamental et j'espère que son Excellence sera bientôt élu président de la République de Sierra Leone. C'est quelque chose de fondamental pour nous, entrepreneurs. Aujourd'hui, on a un enjeu fondamental au-delà de tout ce qu'on dit, c'est que l'entrepreneur en Afrique, il a du mal à se déplacer au sein de l'Afrique. Pourquoi? Il y a plusieurs contraintes, il faut des visas par-ci et là, et ces visas, ça prend du temps. Je pense qu'en tant que politique, il faut qu'on parle de passeport africain. Pour moi, ce passeport africain, ce n'est pas pour les politiciens, ce n'est pas pour les entrepreneurs, ce n'est pas pour les ambassadeurs et les diplomates. C'est un passeport qu'on doit mettre à la disposition des entrepreneurs pour qu'ils puissent se déplacer au niveau de l'Afrique, faire du business entre nous en Afrique. Le B2B dont on parle, on peut le démarrer d'abord entre nous, Africains, et pour pouvoir conquérir l'extérieur. Très bien. I fully agree with him. I have driven from Lagos to Ghana. Il a fallu que j'aille en voiture entre Lagos et Ghana et il faut voir qu'est-ce qu'il y a eu comme checkpoint. C'est tout un harcèlement pour un entrepreneur de passer d'un pays à un autre. Et c'est la même chose entre Sierra Leone et le Conakry. Il faut qu'il y ait une liberté de mouvement des personnes. J'aimerais rebondir avec vous sur cette citation du panafricain Thomas Sankara qui disait « Nous devons accepter de vivre africain, c'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne ». Je dirais que nous devons restaurer la dignité en Afrique. Quand je vois comment les gens se sentent désespérés, et je vois qu'il y a des opportunités, et je crois que les Africains doivent être un peu plus ambitieux. Il ne faut plus mettre l'accent sur le court terme. La transformation nécessite plus de temps. Quand je vois des initiatives ici au Maroc, et vous voulez passer à l'énergie renouvelable, vous avez fait des tas de choses que les Européens n'ont pas encore fait. Ça, c'est une vision. Et ça prend du courage. Et ça demande un leadership. Et je crois que les Marocains sont capables de le faire. Je crois que les subsahariens peuvent le faire. On a tellement de richesses en Guinée, chez nous. Eh bien, notre rêve doit être supérieur. Et même notre politique publique doit être corrigée et il faut qu'elle soit là pour aider les autres secteurs, pour créer une richesse. Ça, c'est ce qu'on a besoin. On pense toujours à court terme, on ne pense jamais à long terme parce que la transformation est très importante. Alors il faut restaurer la dignité et la transformation pour faire face au XXIe siècle. Et c'est sur ces mots sages et en tout cas ambitieux pour notre continent que ce débat touche à sa fin. Merci messieurs d'avoir accepté l'invitation de l'Hebdo Écho. Merci Excellence. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Hebdo Écho.